maintenant sur TPT+. Place Journal. Vous informer est un devoir pour nous, mesdames et messieurs. Bienvenue au journal. Clôture le mercredi 10 novembre 2021 du premier forum européen de recrutement de la diaspora congolaise. Quelques autorités nationales et plusieurs responsables des entreprises ont profité de cette deuxième journée pour éclairer la lanterne des participants de marque présents à cette cérémonie. Le point avec Elios Wabi. Bonjour à toutes et à tous, Mbote Nabino. Suite et fin ce mercredi 10 novembre 2021 à Paris en France du premier forum européen de recrutement de la diaspora congolaise. Pour cette deuxième journée riche en exposés, plusieurs entreprises qui ont fait le déplacement de Paris ont profité de cette plateforme économique pour lister tous les dispositifs et outils à même d'accompagner les ressortissants congolais qui vont faire le choix courageux de rentrer en République du Congo. Par exemple, Madame Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière, n'est pas passée par 4 chemins pour inviter ses compatriotes de la diaspora à faire un choix raisonnable dans le secteur du bois. Le secteur que j'anime travaille en partenariat public-privé avec des partenaires investisseurs, souvent qui viennent de nos partenaires de l'étranger. Ici, on a eu l'exemple de CIB Olam animé par un groupe financier singapourien. Nous avons des capitaux français, nous avons des capitaux italiens et autres. C'est pour vous dire que nous avons besoin de cette mixité pour travailler. Même si nous voulons la congolisation des postes, mais nous n'allons pas travailler seuls. Nous avons besoin des partenaires étrangers pour s'associer à nous, pour développer ce secteur important, comme on l'a dit, économiquement pour notre pays, parce que contribuer à l'économie nationale, mais également, c'est le deuxième secteur pourvoyeur d'emploi dans notre pays. Je voudrais juste vous dire également, Monsieur le ministre, Messieurs les conseillers du chef de l'État, Madame la directrice générale, chers compatriotes, qu'il y a beaucoup de métiers innovants dans le cadre de ce secteur. La vente de carbone, la négociation, la diplomatie environnementale. Nous avons beaucoup de métiers émergents dans le cadre de l'écotourisme, le développement de l'écotourisme, ainsi de suite. Nous avons donc besoin de vous pour venir nous accompagner dans le cadre du développement de ce secteur. C'est ce que je voulais dire pour finir. Vous remercie encore, Monsieur le ministre, de nous avoir associés à cette initiative, je crois, première dans notre pays. Je crois que ça n'a jamais eu lieu. Merci. L'une des entreprises pourvoyeuses d'emploi est la Congolaise industrielle du bois, CIB en sigle, du groupe Olam. D'ailleurs, M. Malik, vice-président Afrique-Europe de la CIB, une société gérée avec un minimum d'expatriés, nous fait découvrir son domaine d'action. CIB, c'est une entreprise, comme je dis, c'est installée depuis 1968. Nous sommes les plus grands concessions forestières de bois tropicaux certifiés FSC del monde. Notre total superficie, c'est 2,1 millions hectares. Et par rapport aux surfaces, juste pour donner une idée, c'est un tiers des surfaces de le pays suisse. Et c'est impressionnant, c'est Congo, c'est un pays qui est cœur de la certification et un des pays au monde qui a commencé avec certification des bois tropicaux. Et notre forêt, aujourd'hui, c'est très très important pour les bois soutenables. Et CIB, c'est un exemple pour le développement forestier soutenable. Aujourd'hui, les bois de CIB, c'est vendu 75% dans les Unions européennes et États-Unis. Et pourquoi c'est possible? Parce que les bois sont certifiés, la République du Congo a adopté les normes certifiées, normes soutenables. À cause de ça, ça donne la possibilité de sociétés comme CIB pour développer notre compétence
dans les marchés qui valorisent les qualités des bois des Congo. Une autre structure a eu le privilège de se faire connaître lors de ce premier forum. Il s'agit du réseau des premières. C'est un réseau d'entrepreneurs innovantes. Allons à sa découverte avec le DG de cette structure, M. Fournier. Aujourd'hui, l'objectif du programme est multiple. La première, c'était vraiment déjà de commencer par un programme de sensibilisation à l'entrepreneuriat auprès des femmes congolaises. Donc on a pu en faire 2 promotions, je vais vous détailler un tout petit peu après. L'idée vraiment, voilà, c'est donc par l'intermédiaire du programme START. Le deuxième niveau qu'on va bientôt commencer, c'est le programme Go qu'on va déployer. Donc là, comme j'expliquais aussi, c'est vraiment le côté de mettre une création d'entreprise en place. L'objectif dans ce programme-là, avec le soutien aussi de l'AFD, c'est de créer un événement dans le premier semestre 2022, justement lié autour du sujet de l'entrepreneuriat féminin, de pouvoir parler effectivement de ce qui est possible de faire, de mettre en avant des porteuses aussi, de mettre en avant des femmes qui ont réussi pour inspirer d'autres femmes à le faire. Et enfin, le 4e point, c'est vraiment de contribuer à promouvoir ces promotions, ces formations avec une structure vraiment autonome. L'idée, c'est pas que ça soit piloté par la France ou par Paris, c'est vraiment que ça puisse exister par soi-même sur l'entité directement au Congo. C'est comme ça en fait qu'on voit les choses, parce qu'en fait c'est une autonomie, une façon de voir et une expertise locale qui est importante, et chaque territoire a ses spécificités. Quant à la société Perenco et Brazamal, elles ont exposé leur potentialité à travers des vidéos explicatives. En somme, la moisson était bonne et le ministère de la Jeunesse, des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi, avec l'appui de l'ACPE, Agence congolaise pour l'emploi, a eu raison de prendre cette initiative, de mettre en avant le rôle stratégique de la diaspora congolaise qui est au cœur de ce forum, car il s'agissait de déceler les talents et les mettre au profit d'entreprises pourvoyeuses d'emplois stables. Ce premier forum européen de recrutement de la diaspora congolaise s'est ouvert le 9 novembre. Revivons le premier jour de ce forum avec notre reporter Elios Boabi. Le Palais des Congrès d'Issy-les-Moulineaux à Paris a servi de cadre ce lundi 9 novembre 2021 au lancement du premier forum européen de recrutement de la diaspora congolaise. Cette cérémonie a connu la présence du ministre de la Jeunesse, des Sports, de l'Éducation civique et de la formation qualifiante et de l'emploi, Hugo Ngwelendele, de la ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Jacqueline Lydia Mikolo, et de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Edith Delphine Emmanuel, née Adouki, ainsi que de l'ambassadeur du Congo en France, son Excellence Rodolphe Adada. Cet événement inédit va mettre en lumière, durant 2 jours, le rôle stratégique de la diaspora congolaise qui peut contribuer au développement économique du Congo puisqu'elle regorge en son sein des potentialités inestimables, comme l'ont signifié l'ambassadeur du Congo en France et le ministre des Sports. Les jeunes diplômés dont les qualifications sont recherchées sont, à n'en point douter, dans cette salle. Nous espérons que ce forum, qui fera la jonction des cadres bien formés dans les domaines recherchés avec leurs futurs employeurs, servira surtout à faire progresser les relations entre le Congo et la France. J'invite les participants à ce forum à saisir les opportunités qui sont offertes par nos partenaires au développement pour se mettre à la disposition du pays pour le bien de tous. À vous, mesdames et messieurs les membres de la diaspora congolaise en Europe. Quelles que soient les motivations qui justifient votre présence en Europe, le temps est venu de porter un regard nouveau sur la terre de nos ancêtres. Comme le proclame notre devise, unité, travail, progrès, qu'il me soit permis de vous rappeler que la mère patrie a besoin de vous et elle vous tend la main, saisissez-la. Et à l'instar d'autres pays africains, la République du Congo a aujourd'hui un besoin crucial de ses filles et fils, jeunes diplômés, travailleurs, chercheurs, entrepreneurs et cadres de haut potentiel issus de la diaspora pour impulser son développement multisectoriel.
À ce propos, Monsieur le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso déclarait récemment, je cite, « Avec un peu de patriotisme, la diaspora congolaise peut jouer un rôle capital dans la marche vers le développement. » Fin de citation. Chers invités, sous peu, vous aurez la possibilité de visiter les stands et d'échanger utilement avec les entreprises installées au Congo qui participent à ce premier forum pour l'emploi, nanti de très nombreuses opportunités d'emploi qui sont proposées à la diaspora congolaise dans un large spectre de carrières professionnelles. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, distingués invités, enfin, je ne saurais terminer mon propos sans remercier au nom du gouvernement de la République du Congo les entreprises qui se sont investies pleinement pour assurer la réussite de ce projet devenu réalité aujourd'hui. Plusieurs intervenants de marque ont apporté leur pierre à l'édifice. Il s'agit entre autres de la DG de l'ACPE, du DG du FONEA, le représentant de Canal Plus Congo, le représentant de Brasco et le représentant de la Société Générale. Dans la plupart de leurs interventions, ces responsables ont loué cette noble initiative, puis ont exposé et vanté les mérites de leurs structures respectives qui contribuent de façon multiple au développement du pays par l'emploi et le paiement des taxes. L'objectif de ce rendez-vous est de mettre en relation les compétences de la diaspora et les entreprises congolaises, et l'ACPE assure la médiation entre les demandeurs d'emploi et les entreprises, ce qui aura pour conséquence la réduction du chômage, la régulation du marché du travail au Congo, d'où la tenue de cet événement capital. Et nous, notre mission est celle d'accompagner, de nous assurer qu'en priorité, tous les emplois créés dans le secteur privé soient des emplois occupés par des Congolais. La volonté du gouvernement a été affirmée avec une mise en place d'une législation renforcée qui spécifie avec les dispositions du contenu local que 90% des emplois dans les entreprises privées soient occupés par des Congolais et à 80% dans les postes de top management, c'est-à-dire la direction et un peu au niveau du middle management, que ce soit des Congolais. Alors cela fait appel à des compétences et des savoirs, c'est vrai bien précis, mais également des aptitudes qui sont un peu plus spécifiques selon le secteur dans lequel ces offres, ces entreprises recherchent. Donc c'est la raison pour laquelle, en partenariat avec les entreprises, puisqu'il faut trouver une alternance justement à un recrutement qui bien souvent est orienté sur des compétences étrangères, nous avons les compétences congolaises un peu partout, que ce soit en Europe ou que ce soit en dehors du continent européen. Ces entreprises ont fait le pari avec nous, je pense que ça va être un pari gagnant-gagnant, de nous accompagner, de venir à votre rencontre pour pouvoir identifier les compétences qu'elles pourront recruter et assurer leur développement au Congo. Pour votre gouverne, la CPE, l'Agence congolaise pour l'emploi, travaille en collaboration avec plusieurs partenaires sûrs qui œuvrent dans la garantie, la sécurité et la sûreté des services mis à la disposition des demandeurs d'emploi et des entreprises congolaises en quête de profils particuliers. Rien à voir avec ce qui précède. Les Congolais sont nombreux à ne pas être au courant de l'existence d'une journée dédiée aux stagiaires. En effet, le 10 novembre de chaque année, le monde célèbre la journée internationale des stagiaires, une journée presque ignorée par les Congolais. Les pouvoirs publics semblent aussi l'ignorer. À propos de cette journée internationale, un reportage signé Milano Royal. Que vous rappelle le 10 novembre? Ça vous dit quelque chose? Ah, on dirait que pour ça, quand ça peut venir. Oui, je me rappelle. Le 10 novembre. Je ne peux plus. Comme vous avez sans doute pu le constater, les Congolais en majorité ignorent l'existence de la journée internationale des stagiaires.
Célébrée dans le monde le 10 novembre de chaque année. Cette journée a été instituée pour montrer la place et l'importance du stage dans l'amélioration des compétences acquises lors des formations ou des études professionnelles. Elle met également en lumière la nécessité de rémunérer les stagiaires, car selon certaines études menées dans le monde, la plupart des stages ne sont pas du tout rémunérés, faisant passer les stagiaires pour des nécessiteux au prix de la surenchère des stages. En outre, certaines entreprises aux habitudes malveillantes ont transformé les stagiaires en véritables travailleurs, tout en gardant leur statut de stagiaire, au prix, nous semble, de leur naïveté. Pourtant, c'est bel et bien ces stagiaires qui font tourner la machine, un phénomène qui se fait légion dans les pays africains, au Congo particulièrement. Les services d'inspection du travail dédiés à cette tâche sont, l'on dira, démissionnaires. 10 novembre, journée internationale des stagiaires, une journée que tous et surtout les chercheurs d'emploi devraient connaître pour ne pas que cette situation perdure dans le temps et que chacun connaisse ses droits. La journée n'a pas été célébrée chez nous, aucune déclaration gouvernementale autour du stage et des stagiaires, comme quoi, pas d'intérêt, pas d'action. Pour prétendre réguler la vie en société et espérer le développement, est-ce qu'il nous faut beaucoup de lois et beaucoup d'institutions? Le problème, c'est la faiblesse de la loi, c'est pourquoi il faut de lois ou l'absence de l'application des lois. Trop de lois tue la loi, trop d'institutions tue l'institution est la thématique de ce reportage de Tivongo. La loi. Ce terme revêt depuis son essence un caractère irréversible, en ce qu'il est porteur de commandement, de puissance et d'autorité. Si bien que, toutes les fois qu'une loi est prise ou est votée, cette loi, pleine de puissance et d'autorité, une fois appliquée, suffit à elle seule pour réguler, ordonner et discipliner la vie dans un secteur donné. La même chose qu'une institution, une seule, dotée de l'autorité véritablement indépendante, suffit pour jouer le rôle régalien à elle confié, pour la bonne marche d'un État, le bien-être d'un peuple. Lorsque la volonté de bien faire les choses est là, de bien administrer les autres, de bien diriger le pays, ça n'a naturellement pas besoin de saturation. Ça n'a naturellement pas besoin de trop de lois. 2, 3, voire 4 lois ou institutions pour réguler une même problématique politique, administrative, financière ou matérielle. C'est pour la plupart des cas, lorsque la volonté d'appliquer les lois ou les normes est aux abonnés absents, qu'on procède à la multiplication des lois et institutions, propres à alourdir simplement la machine et finalement à tuer la loi, au grand bonheur des ayatollahs. Voilà qui sous-tend l'assertion selon laquelle trop de lois tue la loi. Le Congo semble passer maître dans cette façon de faire, dénoncée à haute et intelligible voix par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, à la faveur de son discours d'investiture du mandat en cours. Si déjà les textes d'application posent problème, combien bien plus l'application elle-même. L'on comprend donc aisément que l'on prend beaucoup de textes, l'on institue plusieurs institutions qui se révèlent après être budgétivores pour couvrir certainement notre volonté de ne pas faire appliquer les textes, asphyxiant ainsi le trésor public, surtout en cette période de vaches maigres. Trop d'institutions tuent l'institution, des institutions souvent en trop, au point que les missions des unes se confondent à celles des autres. Tenez, pour la seule gestion des finances publiques, une foultitude de services et institutions. Croyons faire de l'orthodoxie financière, bien au contraire, creusons la tombe de nos finances publiques et nous en souffrons jusqu'ici. Alors qu'un seul service financier, avec toutes les branches y afférentes, travaillant avec rigueur et abnégation, suffirait pour une gestion orthodoxe de nos finances publiques. Trop de lois tue la loi, trop d'institutions tue l'institution. Chaque arbre fruitier donne son fruit en sa saison, telle est la loi de la nature. Il nous semble qu'au Congo, nous sommes au seuil de la saison des safous. Ainsi, notre reporter Tivongo, étant de passage au village Koutou, dans le Kwilu profond, a remarqué une immense production des safous. Mais l'état de la route n'arrangera pas la consommation de ces safous pendant les fêtes ici à Pointe-Noire. Suivez ces notes de voyage dans ce reportage.
Ces fêtes de fin d'année-ci, c'est sûr que les passionnés des safou vont bien se régaler. Pas étonnant, c'est la saison des safou, comme vous le constatez. De passage au village Koutou dans le district de Madingokai, département du Kwilu, nous avons été attirés par la vitalité que renvoyaient ces safoutiers. C'est vrai que c'est sa saison. Ici, presque chaque parcelle a un safoutier. Et à une telle période, c'est le sourire pour les familles qui avaient intériorisé l'importance d'un arbre, sinon surtout fruitier. Au moment là nous sommes là, je suis déjà très content parce que dès que je fais la récolte là, je vais changer les tôles de cette maison parce que à tout moment, je change les tôles à l'aide de ça. C'est la saison de safou. Ça part de novembre jusqu'en février, voire mars. Maximum, ceux qui vont vendre en décembre là, c'est autour de 25 000. Après, au moins 15 000. 18 000, au maximum 9 000, le dernier prix. Regarde comment il produit d'abord. Donc je suis très content de le protéger et de le garder. Il faut que ça puisse bien mûrir avant que je fasse la récolte. La plupart de ces safoutiers du village Koutou donnent, sinon produisent des bons safous. Appelés au Gabon, les Atonga. Au sud du Cameroun, les pruniers. Mais quelle route pour les acheminer à Pointe-Noire? On se bat toujours comme ça. Même si la route est critique, mais on se bat toujours pour arriver à Pointe-Noire. Parfois, il faut charger ça à temps pour que tu puisses arriver même au lieu que ça puisse pourrir. Parce que si ça donne encore en route, c'est pas bon. La route de Ntanyumbi jusqu'à Koutou, vraiment, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est dans ce de pluie là. On n'arrive plus. Donc, parfois, quand il pleut, il n'y a même pas un véhicule qui circule. Je voulais même que le gouvernement puisse faire le nécessaire de nous faire la route, comme il nous avait promis. Si vous salivez déjà à la vue de ces Atonga, oui, ce reportage est fait pour ça. Seulement, priez que le président de la République, qui avait, pendant sa campagne électorale, fait remarquer que nous importions même les safous du Cameroun, construise cette route qui va être fortement endommagée par les pluies pour que ces délicieux safous vous parviennent à Pointe-Noire. Page internationale à présent au Bénin, 26 œuvres dont certaines revêtent un caractère sacré sont arrivées à Cotonou par avion en milieu d'après-midi. Elles ont ensuite été convoyées dans 3 camions escortés par des chevaux jusqu'au palais présidentiel où une cérémonie solennelle a été organisée. TV5 Monde pour ce reportage. Dans cet avion, 26 œuvres de retour au Bénin, 130 ans après avoir été pillées par la France. Cet instant, les Béninois l'attendaient depuis longtemps. Au bord de la route qui mène au palais présidentiel, nombreux sont ceux venus voir passer les camions qui les acheminent. On sait bien que nos biens, c'est notre trésor. Parmi ces œuvres, des statues totems de l'ancien royaume d'Abomey, ainsi que le trône du roi Béanzin, jusqu'à présent exposé à Paris, au musée du Quai Branly. Au bout du chemin, un tapis rouge et une cérémonie. Face au président Patrice Talon, entouré d'un parterre de représentants de l'État béninois et de têtes couronnées, seul le trône du roi Guézo est dévoilé, protégé dans un coffre. Les œuvres vont devoir s'acclimater pendant 2 mois avant de pouvoir être exposées. Promise par le président français Emmanuel Macron, la restitution de ces œuvres est hautement symbolique, voire spirituelle. Descendant du roi Guézo, à qui appartenait ce trône pillé, ce roi entouré de sa cour est soulagé. Nous sommes très heureux. Ces œuvres ne sont pas de simples objets, elles sont chargées spirituellement. Elles contiennent les esprits de nos ancêtres. C'est très important qu'elles reviennent ici. Elles vont amener la prospérité, la concorde et la joie dans tout le pays. Le président Talon espère à présent que d'autres œuvres pourront revenir au Bénin. Je n'avais guère la certitude que cette revendication aboutirait un jour, encore moins de mon vivant. Les générations savent, dans l'histoire, au fil du temps, réparer ce que les générations antérieures ont pu gâcher. En attendant la construction d'un nouveau musée à Abomey, les trésors seront exposés pendant 3 mois à la présidence béninoise, avant de trouver place à l'ancien fort portugais de Ouida et à la maison du gouverneur.
11 étudiants blessés après une explosion à l'université de Buea au Cameroun. Une explosion qui a eu lieu hier mercredi alors que les étudiants étaient au cours. Africa News pour ce reportage. À l'université de Buea au Cameroun, une explosion a eu lieu ce mercredi alors que les étudiants étaient en cours. L'engin explosif jeté sur le toit d'un amphithéâtre a blessé au moins 11 étudiants. Ils ont été transportés dans un centre de santé. Selon le recteur de l'université de Buea, l'auteur de l'explosion n'a pas encore été identifié. L'explosion survient alors que l'université organisait une conférence sur la paix avec comme invité le haut-commissaire du Canada au Cameroun. Les particules de fragments ont blessé au moins 11 étudiants qui étaient en salle. Mais ils sont à l'hôpital sous traitement. Leur état est stable, il n'y a pas de blessures graves. Ils sont entre bonnes mains et nous espérons leur bon rétablissement très vite. À Buea, il s'agit de la deuxième explosion en moins d'une semaine. Lundi, un chauffeur de taxi est décédé après l'explosion de son véhicule à cause d'un engin explosif. Depuis 2016, l'ouest du Cameroun continue d'être le théâtre du conflit entre les séparatistes anglophones et les forces du gouvernement. Des milliers de Tunisiens ont manifesté hier mercredi dans la région de Sfax au lendemain du décès d'un manifestant lors d'un rassemblement contre la réouverture d'une décharge d'ordures. Africa News. Des milliers de Tunisiens ont fait grève et se sont rassemblés mercredi suite à la mort d'un manifestant lors de protestations contre la réouverture d'une décharge. Âgé de 35 ans, Abderrazek Lachebeb est décédé après avoir inhalé des gaz lacrymogènes envoyés par les forces de sécurité pour les empêcher d'atteindre le site. La décharge nous cause des maladies et de graves odeurs. Nous en souffrons depuis 14 ans à cause des odeurs et de bien d'autres choses. Seul Dieu sait ce que nous avons vécu. Fermez la décharge et nous partirons. Si vous ne voulez pas la fermer, nous resterons ici pendant des semaines, des mois ou même un an. Et nous continuerons à nous battre jusqu'à ce qu'elle soit fermée. Un médecin et un membre de la famille du défunt ont soutenu qu'il était mort d'asphyxie. Toutefois, pour le ministère de l'Intérieur, le décès aurait été causé par un problème de santé préexistant. La décharge d'Agareb est réputée pleine de déchets chimiques toxiques. Elle avait fermé en septembre sous la pression des habitants, mais les autorités ont décidé lundi de rouvrir le site, déclenchant des protestations. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.